Maria, qui avait récemment eu 13 ans, fut trouvée dans le marécage près du petit village d'Ibarra. Selon les conclusions préliminaires de l'enquête, elle était tombée de l'avion An 2, d'une hauteur d'environ 10 km. Un chiffre préliminaire, mais choquant même pour des experts expérimentés. Le plus étrange dans cette histoire, Maria survécut, et c'est précisément son sauvetage qui attira l'attention sur ce qui était clairement un crime soigneusement conçu, presque parfaitement planifié sans témoin. Mais pourquoi compliquer autant et utiliser un avion entier s'il s'agit d'une personne de 13 ans ? Les enquêteurs devaient démêler la chaîne embrouillée d'événements qui menaient des marécages d'Ibarra à des endroits cachés et beaucoup plus sombres. Le premier arrivé sur les lieux fut un officier du groupe criminalistique, spécialiste de la collecte et de la fixation de preuves. Dans les fourrés denses de roseaux, son attention fut attirée par un objet qui ne devrait pas être là. Un collier de serrage plastique de type industriel, soigneusement coupé, comme si quelqu'un se dépêchait de se débarrasser d'une pièce inutile. De tels colliers sont largement utilisés pour fixer des charges et attacher diverses pièces dans l'industrie aéronautique. Au niveau domestique, un tel objet ne se trouve presque pas, surtout ici, dans le marécage reculé de Las Piñas. Le criminologue fixe et emballe soigneusement la preuve. C'est déjà clair. Il sera difficile d'appeler la chute de Maria un accident. L'endroit où le collier fut trouvé est situé exactement sur la ligne de chute calculée par les experts. Ici, il devient évident, quelqu'un tentait précipitamment de cacher les détails de son plan, de se débarrasser de la preuve. La preuve suivante fut trouvée peu après. Sur les vêtements extérieurs de Maria, on percevait distinctement une forte odeur de kérosène d'aviation type TS-1. Ce détail devint clé. Il reliait directement Maria à l'avion An 2, qui est principalement utilisé pour de petits vols vers des zones difficiles d'accès, souvent dans la zone grise de la loi. Cet avion était l'outil parfait pour un tel crime. Simple, fiable et invisible au radar. Le seul témoin, un pêcheur nommé Miguel Sanchez, donna son témoignage tôt le matin quand les officiers de police arrivèrent au village. Il raconta que vers 2h14 de la nuit, il avait entendu le bruit du moteur d'un petit avion se dirigeant dans une direction d'environ 220 degrés à la boussole, vers le sud-ouest, directement vers les marécages de Las Piñas. Sanchez nota qu'il entend rarement des avions la nuit, surtout si tard. Cependant, il ne put fournir d'autres détails que la direction et l'heure. Mais cela était déjà suffisant pour superposer son témoignage sur la carte et confirmer la route de vol de l'aéronef inconnu. Immédiatement dans le champ de vision des enquêteurs entra le propriétaire d'un petit aérodrome privé, un fermier local, longtemps observé dans la contrebande et les petits transports illégaux à travers la frontière. Cette personne savait voler l'An 2 et le faisait régulièrement. Pour l'instant, les enquêteurs préférèrent garder son nom dans l'ombre, se limitant à des questions prudentes aux résidents locaux et à l'examen de l'aérodrome à distance. Il n'y avait pas encore d'ordre officiel, et effrayer le suspect maintenant signifierait perdre des preuves précieuses. L'enquête établit également que peu avant l'incident, plusieurs résidents locaux avaient vu près de la piste d'atterrissage un vieux camion avec une personne inconnue. L'identité de ce passager restait inconnue, mais c'était déjà clair, il jouait un rôle important dans l'affaire. Le véhicule était près de l'avion peu avant l'heure supposée de décollage. Où il disparut ensuite restait peu clair. Immédiatement après que l'histoire soit devenue publique, un enseignant rural local fit des accusations bruyantes contre une autorité criminelle du district, connue sous le surnom de Lobo. L'enseignant affirmait que Lobo se livrait soi-disant à l'enlèvement de résidents locaux et à leur envoi dans des jungles éloignées, pour des buts inconnus. Cependant, en vérifiant l'information, la police ne put trouver aucune confirmation des paroles de l'enseignant. Aucun fait réel ni témoin confirmant ces déclarations ne fut trouvé. Le lendemain matin, l'expert médico-légal fit une découverte inattendue. En examinant Maria, dans ses cheveux, ils trouvèrent un petit morceau de sceau d'aviation. Le numéro de série du sceau s'avéra unique et ne correspondait pas au numéro utilisé par l'aéroclub local. Ce petit détail devint immédiatement la preuve la plus importante. Quelqu'un n'avait clairement pas prévu qu'il serait jamais trouvé. L'enquête envoya une demande officielle à l'administration régionale de l'aviation,
exigeant de fournir les listes de tous les avions ayant eu accès à la base de carburant à Ibarra dans les 3 derniers jours. C'est ainsi que les enquêteurs espéraient rétrécir le cercle de recherche et découvrir quel avion avait pu décoller cette nuit-là. Maintenant, ils se dirigeaient avec confiance vers la résolution de ce qui semblait initialement un crime impossible. Parfaitement conçu, organisé en hauteur, où il ne pouvait y avoir de témoins. Et si Maria n'avait pas survécu, ce cas serait resté simplement un autre incident inexpliqué quelque part à la périphérie lointaine de la province. À première vue, il n'y avait aucune logique dans les actions d'Oscar. Un fermier ordinaire, qui avait vécu toute sa vie dans un village tranquille près d'Ibarra, commence soudain à élever la nuit le vieux Ande à la hauteur maximale pour lui. Qui et pourquoi avait besoin de ces étranges vols nocturnes si le fermier n'avait même pas de permission officielle pour voler? L'enquête révéla rapidement un fait curieux dans la biographie du suspect. Dans les documents bancaires d'Oscar, récemment obtenus par demande officielle de la police, figurait un gros virement d'argent de 42 000 $. L'argent venait d'un compte enregistré dans l'une des zones offshore et était arrivé exactement 1 mois et demi avant les événements décrits. Ni la source ni la destination claire du virement n'étaient indiquées, mais c'est précisément après cette date qu'Oscar commença à effectuer régulièrement des vols nocturnes dans son Ande, sans aucun enregistrement de cargaison ou d'itinéraire. Le journal de vol, que tenait le pilote lui-même, contenait des lacunes suspectes. Dans les 2 dernières semaines, 3 vols y figuraient, tous en horaire nocturne, sans document d'accompagnement ni permissions officielles. Les vols étaient assez clairement effectués en mode secret, ce qui était déjà en soi une violation grave des règles de l'aviation. Lors de l'interrogatoire primaire, mené en format informel à la ferme du suspect, Oscar se tint confiant et calme. À la question directe sur les événements de cette nuit, il répondit clairement et brièvement. « À ce moment-là, je travaillais les champs. Je n'ai volé nulle part. Cela peut être vérifié. » C'est précisément dans cette affirmation que le fermier commit une erreur, ne soupçonnant pas que la police avait déjà des données contredisant ses paroles. L'enquête disposait d'images satellites obtenues du programme européen Sentinelle, qui enregistrait les itinéraires nocturnes d'aéronefs. C'est précisément ces images qui montraient clairement la silhouette d'un avion qui se déplaçait en direction des marécages de Las Piñas exactement à 2h, 5h locales. De plus, les feux de navigation de la machine étaient éteints, ce qui excluait déjà clairement la possibilité de simples travaux agricoles. Le fermier ne soupçonnait clairement pas la possibilité d'un tel contrôle et la police, ayant fixé la contradiction, décida pour l'instant de ne pas révéler ses cartes, permettant à Oscar de penser que son alibi était encore d'actualité. Cependant, peu après la visite de la police à la ferme, un nouveau témoin apparut, un voisin d'Oscar nommé Carlos Mendez. Il raconta aux enquêteurs que le soir avant l'incident, il avait entendu un fort scandale dans la maison du pilote. Des cris et des injures bruyantes continuèrent pendant presque 1 heure. Carlos affirma avec confiance qu'Oscar, après une telle dispute, ne serait allé voler nulle part. Oui, après de telles scènes, ses mains tremblent habituellement, sans parler de piloter un avion. Les enquêteurs enregistrèrent le témoignage de Mendez, mais le considérèrent douteux. Les émotions du voisin pouvaient être causées par une antipathie personnelle ou le désir de détourner l'attention de quelque chose d'autre. Après avoir parlé avec Oscar et son voisin, les agents, ayant obtenu un ordre officiel, menèrent une inspection de l'avion Ande lui-même, qui se trouvait sur la piste privée près de la ferme. Les criminologues firent un grattage de carburant du fuselage et l'envoyèrent pour examen urgent. Déjà, les premiers résultats de l'analyse préliminaire confirmèrent les craintes de la police. Le kérosène sur l'avion correspondait par type, TS1, et même par le colorant spécifique à celui dont les traces avaient été trouvées sur les vêtements extérieurs de Maria. Cette découverte signifiait une chose. L'avion depuis lequel Maria fut jetée appartenait presque certainement à Oscar, bien que les preuves pour une accusation officielle fussent encore insuffisantes. Malgré les soupçons importants et les preuves, la police décida de ne pas arrêter Oscar immédiatement. L'avion fut temporairement scellé et mis sous surveillance, tandis que le fermier lui-même fut soumis à un contrôle secret. Les autorités firent comprendre aux résidents locaux que la situation était sous contrôle. Mais en réalité,
les forces de l'ordre choisirent intentionnellement une tactique d'attente. Il fallait attendre le prochain pas d'Oscar. S'il commettait une erreur, la police réagirait immédiatement. Pour les résidents locaux, cela ressemblait à de l'inaction des autorités. Mais en réalité, Oscar était surveillé attentivement. Chacune de ses actions, chaque pas et conversation téléphonique étaient maintenant enregistrées et documentées par le groupe opérationnel. Les enquêteurs voulaient qu'Andy comprendre si les vols nocturnes étaient une initiative personnelle d'Oscar ou s'il y avait derrière lui des personnes beaucoup plus influentes dont les intérêts s'étendaient bien au-delà de la ferme et du marché local de contrebande. Pour l'instant, l'enquête avait des faits confirmés. Vol nocturne caché, transfert d'une grosse somme d'argent depuis un paradis fiscal et connexion évidente de l'avion avec l'incident. Mais le mystère principal, le motif et le rôle d'Oscar lui-même dans le crime soigneusement planifié, restait encore une énigme dont l'enquête s'approchait lentement mais sûrement. La route nocturne à travers la périphérie du village était déserte. Même au crépuscule, les locaux essayèrent de l'éviter. Mais Anna Maria, pour quelque raison, marchait précisément là, seule, à une heure si tardive. Sa mère affirmait qu'Anna était simplement sortie vérifier le bétail, mais la vérité s'avéra ne pas être si simple. Quand les experts commencèrent à récupérer les données de son téléphone, un épisode inattendu et alarmant de la vie de la petite fille fut révélé. Le soir précédant l'incident, vers 9h30, Anna Maria sortit de la maison, disant à sa mère qu'elle allait vérifier les chèvres dans un petit enclos à la périphérie du village. Les mots de sa mère étaient assurés et ne causaient pas de doute. Mais à l'école où étudiait Anna, les policiers trouvèrent quelque chose d'étrange. Le journal électronique, utilisé par les enseignants pour enregistrer les incidents, contenait une entrée récente avec un contenu assez alarmant. Selon cette entrée, Anna Maria, la veille de l'incident, entra en conflit avec l'un de ses camarades de classe et prononça une menace que l'enseignant principal enregistra. L'enseignant, cependant, n'y accorda pas d'importance sérieuse, attribuant l'épisode aux émotions enfantines. Quand les détectives posèrent aux parents d'Anna Maria des questions sur une possible connexion de la petite fille avec le pilote suspect, la famille nia catégoriquement même le fait même de leur connaissance. Selon la mère, Anna n'avait jamais été liée à des personnes extérieures en dehors du village et encore moins aurait pu communiquer avec une personne comme Oscar. Cependant, les données GPS du téléphone d'Anna Maria contredisaient les mots de la famille. Selon l'archive des géolocalisations, le téléphone de la petite fille se trouvait près de l'entrepôt appartenant au pilote Oscar le soir du 5 mars. Le téléphone enregistra sa présence dans un rayon d'environ 30 mètres de l'objet, ce qui excluait pratiquement complètement une erreur dans les données. Les parents, cependant, continuèrent d'insister sur leur version, ne comprenant clairement pas comment expliquer ces faits. Dans le champ de vision de l'enquête tomba rapidement un parent d'Anna Maria, son cousin nommé Diego, une personne avec une réputation complexe et des problèmes avec la loi. Les enquêteurs découvrirent que dernièrement, c'était précisément Diego qui amenait régulièrement la petite fille à la périphérie du village, selon ses mots, pour des rencontres avec le père, qui payait à la mère une pension alimentaire en espèces. Il semblait que cela expliquait la présence du téléphone de la petite fille près de l'entrepôt du pilote. Cependant, Diego n'avait pas d'alibi pour le soir de l'incident, et ses déclarations semblaient confuses et peu fiables. La police ne l'exclut pas du nombre des suspects, bien qu'elle comprit que les motifs de Diego étaient plutôt domestiques et ne coïncidèrent pas avec l'ampleur du crime. Parallèlement au travail des enquêteurs sur le terrain, les criminalistes cherchaient des indices dans les environs immédiats du village. C'est précisément là, dans une petite rivière à la périphérie du village, que fut trouvé le téléphone d'Anna Maria. L'appareil était entier, sans dommages externes. L'écran n'était pas fissuré et le boîtier se conserva en bon état. Cela ne signifiait qu'une chose. Le téléphone fut noyé intentionnellement, en retirant préalablement la batterie, pour prévenir tout traçage ultérieur et possibilité de récupération des données. C'est précisément ce pas qui attira l'attention de la police. Un criminel ordinaire, effrayé par l'exposition, aurait cassé ou détruit le téléphone. Mais quelqu'un voulait clairement conserver l'appareil, laissant la possibilité de le rendre plus tard et de s'en débarrasser dans un autre endroit. L'enquête envoya immédiatement le téléphone au laboratoire pour récupérer la dernière activité de l'appareil. Au laboratoire,
Les criminalistes réussirent assez rapidement à récupérer le fichier journal du téléphone. La dernière entrée sortante était courte, seulement 3 mots, envoyés peu avant la disparition d'Anna Maria. Elle écrivit à quelqu'un le message « J'ai tout vu ». Le destinataire du message restait pour l'instant inconnu, mais le texte lui-même indiquait clairement qu'Anna Maria était devenue témoin de quelque chose d'important, possiblement précisément ce pourquoi on avait si cruellement essayé de l'éliminer. Maintenant, les enquêteurs devaient comprendre ce qu'Anna avait exactement vu et à qui précisément était destiné ce dernier message. C'est précisément à partir de ce point que commença un nouveau tour de l'enquête, qui lia la petite fille, le pilote et les personnes derrière toute cette histoire, beaucoup plus étroitement qu'on ne le supposait initialement. L'enquête se préparait déjà à écarter la version avec les témoins externes. Trop haut, trop tard, trop désert. Mais soudain apparut une personne qui affirmait avoir vu précisément ce que les enquêteurs considéraient comme impossible. Ce nouveau témoin, le pêcheur Alejo, insistait. Cette même nuit, dans le ciel au-dessus des marais, il distingua clairement la silhouette d'une personne qui scintilla sur le fond de la pleine lune. La police d'abord se rapporta aux déclarations avec scepticisme, mais bientôt ils durent changer d'opinion. Alejo Gomez, pêcheur local de 54 ans, passait sur l'eau presque chaque nuit, obtenant des appâts pour la vente. Cette nuit-là, il se tenait dans le bateau à environ 5 km du marais, silencieusement et méthodiquement ramassant des vers. Dans le bateau était fixée une petite caméra vidéo GoPro, avec laquelle il enregistrait habituellement la pêche nocturne. C'est précisément cette caméra qui devint inopinément une preuve clé quand Alejo remit l'enregistrement à la police. En regardant le matériel filmé, les experts remarquèrent 2 éclats brillants et courts dans le ciel nocturne. Les éclats semblaient inhabituels et ne ressemblaient absolument pas aux feux de signalisation des avions commerciaux ou autres aéronefs, qui volaient régulièrement au-dessus de la région. D'abord, ces images mirent les enquêteurs dans l'impasse. Quand Alejo fut invité à témoigner, les enquêteurs lui demandèrent directement s'il pouvait au moins approximativement décrire l'avion. La réponse du pêcheur fut simple et compréhensible, même pour une personne non initiée à l'aviation. L'avion était biplan, semblable à un vieux épandeur comme ceux qui volent souvent ici. Je les vois souvent, donc je ne me trompe pas. Une telle description correspondait complètement à l'avion An-2, ce qui ramena immédiatement l'attention des enquêteurs sur le pilote Oscar. Maintenant, les déclarations d'Alejo semblaient beaucoup plus convaincantes. À la même période, la police discutait activement de la version du trafic de drogue qui passait par la région. Les éclats sur les images de la GoPro rappelaient à première vue les fusées de signalisation qu'utilisaient les messagers locaux pour les largages nocturnes de contrebande. La police avait même commencé à étudier la possible connexion de ce qui s'était passé avec l'un des cartels de drogue régionaux connus pour utiliser l'aviation à ses fins. Cela détourna une partie de l'équipe d'enquête, et l'attention se porta temporairement sur le cartel, vérifiant les entrepôts, les routes possibles et les points de largage de marchandises. Cependant, la version du cartel de drogue commença bientôt à s'affaiblir. Les vérifications ne révélèrent aucun mouvement ou nouvelle route cette nuit-là. La fausse piste restait encore dans la liste des versions, mais l'intérêt pour elle commençait à s'estomper. Le tournant dans l'enquête arriva quand les enregistrements de la caméra GoPro furent envoyés pour une analyse supplémentaire, réalisée à l'aide de photogrammétrie. Après une analyse détaillée, il devint parfaitement clair que les éclats capturés par la caméra d'Alejo n'étaient pas des fusées de signalisation. C'étaient de brèves émissions de flammes de l'échappement d'un vieux moteur à piston, bien connu des experts en aviation. La conclusion fut sans équivoque et soutenue par l'expertise technique. Cette nuit-là, un avion An-2 avait réellement survolé le marais Las Piñas. La version d'Alejo fut confirmée jusque dans les moindres détails, y compris l'angle exact de vue de la caméra, et maintenant la police ne pouvait plus nier l'évidence. La nouvelle découverte bouleversa complètement le cours de l'enquête. Si auparavant la version sur la participation du pilote Oscar n'était qu'une hypothèse, maintenant les enquêteurs obtinrent des preuves factuelles. Cela signifiait que l'attention revenait à nouveau sur Oscar, et il devrait répondre à des questions complètement différentes. Les données satellitaires permirent également de déterminer plus précisément la trajectoire de vol de l'An-2 la nuit de l'incident.
L'analyse de la route montra que l'altitude était significativement inférieure aux 10 km précédemment supposés. L'altitude réelle était d'environ 3,9 km, ce qui cependant ne diminuait pas la gravité de la situation, mais faisait reconsidérer à l'enquête les évaluations initiales du crime. Les experts commencèrent à comprendre que cette différence d'altitude faisait aussi partie du plan. Probablement les suspects avaient délibérément gonflé l'altitude pour embrouiller encore plus l'enquête. Il devint maintenant clair que tout le scénario avec l'avion et l'altitude avait été soigneusement pensé pour détourner la police de la piste. Pendant que la police discutait activement des actions futures, le témoin Alejo restait sous protection policière, attendant de nouveaux appels pour interrogatoire et comprenant que son témoignage pourrait être décisif dans l'affaire. Au cours de l'enquête, la police fit face à une situation paradoxale. Mario, le frère cadet du pilote suspect Oscar, s'avéra avoir été aperçu simultanément en 2 endroits éloignés l'un de l'autre. Les enquêteurs ne pouvaient ignorer ce fait étrange, surtout compte tenu de la réputation de Mario, une personne précédemment condamnée et habituée à se cacher des forces de l'ordre. Est-ce que le frère du pilote avait réussi d'une manière ou d'une autre à se fabriquer un alibi presque parfait pour éviter la responsabilité d'affaires beaucoup plus sérieuses? Les caméras de surveillance à la station-service sur la route menant à l'aérodrome enregistrèrent l'apparition de Mario à 23h48. Il s'y arrêta littéralement pour quelques minutes, fit le plein d'un bidon de carburant et repartit immédiatement. Cet endroit se trouvait à seulement 10 km de la piste de décollage où était basé l'avion An 2 et d'où fut présumément effectué le vol nocturne par Oscar. Il semblait s'agir d'un fait évident et facilement vérifiable, mais bientôt apparut à la police un autre témoignage qui causa une sérieuse confusion. L'un des voisins du fermier local récemment tué, un homme âgé nommé Pedro Ramirez, informa que cette même soirée, vers 23h50, il avait vu Mario frapper son voisin avec une houe. De plus, cet événement se produisit 2 jours avant la disparition d'Anna Maria, et par conséquent les enquêteurs ne pouvaient exclure le lien entre ces 2 crimes. Les experts de la police menèrent d'urgence une analyse technique de l'enregistrement de la station-service. Ils établirent que l'heure sur la caméra de la station-service pouvait dévier d'au maximum 2 minutes. Une telle marge d'erreur, bien que non critique, s'avéra suffisante pour créer un alibi sérieux. Cela signifiait que, théoriquement, Mario aurait pu réussir à apparaître aux 2 endroits, s'il agissait très rapidement. Les enquêteurs comprirent que l'alibi de Mario était fragile, mais ils ne pouvaient officiellement le réfuter immédiatement. Entre-temps, l'avocat de Mario s'impliqua immédiatement dans l'affaire, déclarant bruyamment dans les médias locaux que l'enregistrement de la station-service avait été délibérément fabriqué dans le but de piéger une personne innocente. Le défenseur affirmait que la police voulait depuis longtemps se débarrasser du frère problématique d'Oscar et profitait maintenant d'une opportunité convenable. Ces déclarations se répandirent rapidement dans la région, semant le doute parmi les habitants locaux et forçant même l'enquête à se distraire temporairement avec une vérification supplémentaire de l'authenticité de l'enregistrement vidéo. Cependant, les criminalistiques confirmèrent assez rapidement l'authenticité de l'enregistrement, et la fausse piste du côté de l'avocat commença à s'affaiblir. La police ne l'écarta pas immédiatement, mais cessa déjà de la considérer comme la direction principale de l'enquête. La découverte principale dans l'affaire se produisit de manière inattendue quand l'enregistrement vidéo de la station-service fut à nouveau envoyé aux experts pour une analyse audio approfondie. Et précisément, cette analyse audio révéla qu'en arrière-plan de la vidéo, on entend un signal distinct de klaxon d'automobile. Un son que personne n'avait remarqué auparavant. Les experts se mirent immédiatement à étudier le spectre du signal et le comparèrent avec la base d'automobiles connue de la police et ayant participé à l'enquête. Le résultat fut sensationnel. Le signal sur l'enregistrement appartenait non pas à la voiture de Mario, mais au pick-up de son frère, le pilote Oscar. Maintenant, dans l'affaire, apparut une connexion directe, indiquant indirectement la participation des frères aux mêmes événements, et donc leur implication conjointe dans les 2 crimes devint beaucoup plus probable. Après cette découverte, la police décida d'unir 2 affaires différentes, l'attaque brutale sur le fermier et l'enlèvement d'Anna Maria en une seule enquête. Maintenant, les 2 frères, Oscar et Mario, se trouvèrent au centre de l'attention de l'enquête simultanément.
Leurs actions et itinéraires commencèrent à être étudiés comme une chaîne unique d'événements. En même temps, Mario lui-même ne pouvait toujours pas être trouvé et il continuait à se cacher, comprenant clairement que la situation avait drastiquement changé en sa défaveur. Les enquêteurs supposaient maintenant avec confiance que dans ces affaires pouvait figurer un autre motif, qui restait encore inconnu du grand public, et c'est précisément lui qui devint la cause de toute une série de crimes. Mais jusqu'à la révélation des vraies raisons des actions des frères, il restait encore loin. L'enquête revint à nouveau sur la figure du pilote Oscar, maintenant à travers le prisme de son frère cadet, et ce tournant de l'affaire menaçait clairement de nouvelles découvertes plus sombres. Mais la police agissait prudemment, pour ne pas effrayer les deux suspects et ne pas leur permettre de développer une nouvelle ligne de défense. Maintenant, Mario figurait officiellement sur la liste des personnes recherchées et la police préparait une opération à grande échelle pour son arrestation. Entre-temps, la question de savoir comment exactement les frères purent se trouver mêlés à une histoire si embrouillée restait encore sans réponse officielle, mais les enquêteurs étaient sûrs. Bientôt, tout leur deviendrait absolument clair. L'enquête avait déjà commencé à réduire le cercle des suspects, mais un nouveau détail fit revenir au cousin d'Anna Maria, Ricardo. C'est précisément lui qui, au début de l'enquête, semblait presque le plus suspect. Mais pour une raison quelconque, la police ne prêta pas attention pendant longtemps au fait que son traceur GPS avait été nettoyé exactement le jour qui coïncidait avec le meurtre du fermier local. Que cachait le cousin en détruisant ces données? La police convoqua Ricardo pour un nouvel interrogatoire, déjà de manière officielle. Les enquêteurs s'intéressaient à une date concrète, le 5 mars. C'est précisément ce jour-là qu'eut lieu le meurtre du voisin du pilote Oscar et Mario. Lors de l'interrogatoire, Ricardo était nerveux, se perdait clairement dans ses réponses, mais niait catégoriquement son implication tant dans la disparition d'Anna Maria que dans la mort du voisin. Finalement, il ne confessa qu'un seul fait. Il avait réellement supprimé tout l'historique des déplacements de cette même journée, l'expliquant par un hasard. Prétendument, le téléphone s'était planté et il avait dû redémarrer l'appareil. Cependant, les enquêteurs avaient déjà obtenu les résultats de l'examen de sa motocyclette. Sur le guidon fut trouvée une goutte minuscule de sang, dont l'origine, jusqu'à ce moment, n'avait pas été claire. Les tests initiaux exclurent que le sang appartienne à Anna Maria ou au voisin assassiné. La police envoya l'échantillon pour une analyse ADN élargie, dont les résultats devaient être connus très bientôt. À la question de pourquoi il amenait régulièrement Anna Maria à la périphérie du village, Ricardo répondait avec assurance qu'il le faisait exclusivement pour sa commodité. « Je l'amenais simplement à l'école. Il n'y avait rien d'autre. » À la question de savoir si quelqu'un aurait pu utiliser sa motocyclette à son insu, Ricardo niait catégoriquement une telle possibilité. Cependant, les enquêteurs en savaient déjà plus. L'un des témoins s'avéra être un mécanicien local qui travaillait dans un garage à la périphérie du village. Il raconta à la police qu'il avait vu plusieurs fois Ricardo remplir un petit bidon en plastique avec du kérosène d'aviation, le même type de carburant qu'ils avaient trouvé sur les vêtements d'Anna Maria et sur le fuselage de l'avion An-2. C'est précisément à ce moment que la police décida de vérifier attentivement le témoignage du mécanicien. La version selon laquelle Ricardo pourrait être impliqué dans quelque aventure ou crime aérien semblait trop évidente et en même temps complètement invraisemblable. Cependant, malgré l'absurdité apparente de cette information, le mécanicien semblait convaincant. Ricardo niait catégoriquement avoir jamais eu affaire au carburant d'aviation. Cette fausse piste nécessitait des vérifications supplémentaires, détournant une partie considérable des ressources de l'enquête. Mais bientôt, arrivèrent les résultats de l'analyse ADN élargie du sang trouvé sur la motocyclette du cousin d'Anna Maria. Ils bouleversèrent l'équipe d'enquête et changèrent complètement la direction de l'investigation. Le sang sur le guidon de la motocyclette, qui appartenait à Ricardo, s'avéra être le sang du frère du pilote recherché et en fuite, Mario P. Comment le sang de Mario avait-il pu se retrouver sur la motocyclette du parent de la victime ? C'était une ligne d'enquête complètement nouvelle. Ricardo ne pouvait expliquer ce fait d'aucune manière,
Il semblait sincèrement surpris, et les enquêteurs comprenaient intuitivement que le cousin avait peu de chances d'avoir eu un rapport avec le crime lui-même. Maintenant, les enquêteurs commencèrent à soupçonner quelque chose de complètement différent. Que quelqu'un avait pu utiliser Ricardo et son transport comme maillon intermédiaire pour la préparation du crime. Après avoir obtenu cette preuve importante, la police tint une réunion interne. Il fut décidé de retirer temporairement les soupçons du cousin d'Anna Maria. Il fut officiellement libéré du statut de suspect, mais averti qu'en cas de nécessité, il pourrait être convoqué à nouveau. L'important était autre chose. Le sang de Mario sur la motocyclette signifiait que quelqu'un avait activement utilisé la motocyclette de Ricardo à ses propres fins. Cela ouvrait pour l'enquête une perspective complètement nouvelle des événements. Maintenant, l'enquête commença à écarter rapidement les théories qui semblaient logiques aux premières étapes. La version sur la complicité directe du cousin fut écartée. La version sur ses déplacements indépendants avec du carburant commença à s'affaiblir, car surgit une hypothèse nouvelle et plus réaliste. Le carburant pour le vol nocturne de l'avion avait pu être transporté par quelqu'un d'autre, présumément lié à Mario ou à Oscar lui-même. Ainsi, l'enquête entrait dans la phase suivante, où elle se débarrassait graduellement des versions initiales et se concentrait sur les figures clés des frères P. Le cousin n'était plus le suspect central, et la police concentrait maintenant ses efforts sur la recherche de Mario et l'établissement du rôle exact qu'il avait joué dans l'histoire embrouillée avec l'enlèvement et le meurtre du voisin. Il devenait évident pour les enquêteurs que la solution de tous les événements se trouvait précisément dans les motifs et actions des deux frères. Et Ricardo, très probablement, s'avéra être une figure accidentelle et mal informée dans leur jeu. Complexe, l'équipe d'enquête s'était déjà presque entièrement focalisée sur la recherche des frères suspects quand des chercheurs travaillant dans la zone marécageuse envoyèrent un nouveau signal. Dans la cime haute d'un arbre, à une hauteur de 15 mètres au-dessus du sol, fut découverte une trouvaille étrange. Un nœud coulant soigneusement noué en sangle de nylon de 20 mm de large. Le nœud coulant semblait complètement déplacé, comme si quelqu'un l'avait spécifiquement laissé là, à la vue, mais en même temps hors de portée. Et l'énigme ne consistait pas seulement en son origine, mais aussi dans les propriétés inhabituelles du matériau, découvertes par le laboratoire. Ils retirèrent le nœud coulant de l'arbre avec grande précaution, fixant soigneusement sa position. À première vue, la sangle semblait tout à fait ordinaire, dense, résistante, typique pour usage aéronautique. Mais les criminalistiques remarquèrent immédiatement une combinaison inhabituelle de détails. Premièrement, les fibres de la sangle étaient imprégnées de paraffine liquide qui s'utilise comme lubrifiant pour les mécanismes mobiles de l'avion en deux. Ce lubrifiant ne s'utilise pas à des fins civiles et reliait clairement l'objet trouvé à un type spécifique d'aéronef. Cependant, il y avait un fait qui surprit beaucoup les experts. Sur la sangle manquait l'odeur caractéristique du kérosène d'aviation, bien que précédemment tous les indices trouvés avaient été littéralement imprégnés de ce carburant. Au lieu du kérosène, dans les fibres furent découvertes des particules minuscules de spores marécageuses qui n'avaient pu y arriver qu'après que le nœud coulant se soit déjà trouvé sur l'arbre. Cela indiquait que la sangle était apparue là après l'incident et était restée sur place assez longtemps pour acquérir les signes de l'environnement local. L'enquête avança deux versions. La première, la sangle avait pu être utilisée pour fixer une charge à l'intérieur de l'avion et s'était retrouvée jetée à l'extérieur d'une manière ou d'une autre. La seconde, moins évidente, la sangle faisait partie d'un système de parachute. Cette dernière version suscita immédiatement des doutes. À bord de l'an 2 ne figurait là pas de parachute et aucun document ne confirmait leur présence dans l'avion d'Oscar. Les vérifications des deux versions procédaient en parallèle. Cependant, aucune d'elles ne donnait de réponse univoque. Dans le contexte de l'enquête, la version liée aux cartels de drogue locaux ressurgit. Quelqu'un supposa que le nœud coulant avait pu servir au largage de paquets de drogue, méthode qui avait déjà été enregistrée dans la région. Les enquêteurs envoyèrent la sangle pour vérification supplémentaire à des experts familiers avec les méthodes de travail des cartels. Les experts arrivèrent rapidement à la conclusion que ce type de sangle n'avait jamais été utilisé par les narcotrafiquants locaux. La version fut exclue officiellement
et la police ferma définitivement cette ligne d'enquête. La percée clé s'est produite lorsque les criminalistiques ont soigneusement examiné la boucle à la recherche d'empreintes. Après de nombreuses heures d'analyse, ils ont réussi à extraire une seule empreinte digitale claire. Lorsqu'ils l'ont comparée aux bases de données, il s'est avéré que l'empreinte appartenait à une personne déjà connue de l'enquête. Il s'est avéré être l'assistant du pilote, qui jusqu'à présent ne figurait pas officiellement dans l'enquête. Le fait de sa participation était nouveau et extrêmement important. Maintenant, l'enquête obtenait une autre figure directement liée à l'avion et aux événements de cette nuit. La découverte de l'empreinte de l'assistant du pilote a immédiatement donné un nouvel élan à l'enquête. Les policiers ont immédiatement demandé un mandat officiel pour perquisitionner sa maison, espérant trouver des preuves supplémentaires ou comprendre son rôle exact dans ce crime. Pendant que les documents se préparaient, les enquêteurs ont commencé à construire une nouvelle version des événements dans laquelle l'assistant du pilote pourrait jouer un rôle beaucoup plus significatif que supposé précédemment. La boucle s'est avérée être la preuve matérielle la plus importante qui a finalement relié tous les fils de l'histoire. L'avion An-2, le pilote Oscar, son frère Mario, et maintenant aussi une troisième personne, l'assistant du pilote, dont la participation n'était clairement pas accidentelle. L'enquête est entrée dans une nouvelle phase. Maintenant, la police était un pas plus près d'établir le tableau complet des événements de cette nuit fatidique. L'assistant lui-même n'avait pas encore été arrêté, et la police le maintenait intentionnellement dans l'ignorance, attendant les résultats de la perquisition. Autour de l'enquête se préservait encore une atmosphère d'attente cachée. Il semblait que maintenant les enquêteurs savaient exactement où aller et étaient tout prêts à faire le prochain pas décisif. Entre-temps, la version du cartel de drogue fut définitivement écartée. La boucle de la corde devint le maillon qui exclut officiellement cette ligne de la liste des versions, nettoyant l'espace d'enquête du bruit inutile et des distractions. Maintenant, l'attention était complètement focalisée sur l'assistant du pilote, dont la maison se préparait déjà à être perquisitionnée. L'arrestation de Diego, l'assistant du pilote, devint une véritable percée dans l'enquête. Dans les premières minutes de l'interrogatoire, les enquêteurs remarquèrent un étrange bleu sur son sternum qui répétait clairement la forme et la taille de la rampe métallique sur la porte de l'avion An-2. Mais Diego lui-même insistait sur une cause complètement différente pour sa blessure. Et il incombait aux enquêteurs de trouver des preuves réelles de sa participation aux événements de cette nuit, sans se fier seulement aux soupçons. La police demanda rapidement les documents médicaux de Diego. Selon le dossier médical que les enquêteurs obtinrent de la clinique locale, il avait demandé de l'aide le 8 mars, un jour après les événements. Le médecin enregistra la blessure au sternum et Diego l'expliqua alors comme un accident domestique. Il serait tombé d'une échelle dans le garage. À ce moment-là, personne ne fit attention à ce fait. Maintenant, les enquêteurs savaient exactement qu'une telle blessure était typique pour une personne qui avait été dans la cabine de l'An-2 au moment d'une manœuvre brusque. Simultanément avec les documents médicaux, la police obtint l'accès au téléphone de Diego. Sur l'écran, les agents virent un message envoyé depuis son téléphone à 3h10 du matin le 7 mars, seulement une heure après qu'Anna Maria ait été jetée de l'avion. Dans le message, il n'y avait que les mots « fait comme demandé »,« argent ». Le destinataire du message restait encore inconnu, mais la connexion avec l'argent rappela immédiatement aux enquêteurs la grosse somme reçue par le pilote Oscar. Lors de l'interrogatoire, Diego était sûr et contenu, insistait qu'il n'était qu'un mécanicien et niait catégoriquement avoir jamais monté dans l'avion. Quand on lui demanda directement au sujet de la blessure, il répéta encore l'histoire de l'échelle, bien que la nervosité dans sa voix était déjà notable. Les enquêteurs comprenaient que le mensonge de Diego était déjà au bord d'être exposé. Mais l'enquête fut temporairement compliquée par l'avocat de Diego, qui déclara immédiatement que son client ne pouvait physiquement pas avoir été à bord de l'avion. Il présenta à l'enquête un reçu de la prise de service de garde de Diego dans un entrepôt à 2h30 du matin le 7 mars. À ce moment, les caméras de surveillance de l'entrepôt étaient déconnectées à cause d'une panne technique, ce qui donnait un petit mais important alibi pour le suspect.
Les enquêteurs furent obligés de se distraire temporairement et de vérifier cette version, mais le reçu semblait authentique, et pour l'instant, rien n'indiquait le contraire. Le tournant dans l'affaire se produisit quand l'un des enquêteurs policiers, en révisant les matériaux du téléphone de Diego, découvrit accidentellement une photographie supprimée que l'expertise technique réussit à récupérer. Sur l'image, on voyait distinctement la cabine de l'avion en deux pendant le vol. La date et l'heure dans le fichier EXIF de la photographie ne laissaient aucun doute. L'image fut prise le 7 mars, exactement à 2h04 du matin, littéralement 10 minutes avant l'incident avec Ana Maria. Maintenant, l'alibi de Diego s'effondra définitivement. Se rendant compte que toutes les preuves étaient là contre lui, Diego accepta de donner les premières déclarations d'aveu. Il commença prudemment, choisissant soigneusement les mots, essayant de minimiser son rôle, mais maintenant ses déclarations reliaient toute la chaîne d'événements de cette nuit. Au cours de l'interrogatoire préliminaire, il mentionna pour la première fois directement les noms du pilote Oscar et de son frère Mario, bien qu'il évitait encore les explications détaillées de leur rôle. À la question sur ce qu'il avait exactement fait à la demande de l'expéditeur du message, Diego répondit brièvement, presque sans regarder dans les yeux de l'enquêteur. « J'ai juste détaché la corde. » Les policiers comprirent immédiatement que c'était cette même corde trouvée plus tard dans la cime de l'arbre. Il était maintenant clair. Diego était directement à bord de l'avion au moment de commettre le crime, et très probablement c'est lui qui exécuta l'action clé qui assura le largage d'Ana Maria de l'avion. L'enquête commença immédiatement à traiter cette nouvelle information, comparant les paroles de Diego avec les données de vol. Selon les calculs des experts en aviation, la route de l'an 2 cette nuit prit environ 18 minutes. Ce temps fut suffisant pour effectuer un vol de 70 km depuis l'aérodrome jusqu'au lieu de largage et revenir, ce qui correspondait complètement aux témoignages des témoins et aux enregistrements des caméras. Maintenant, la police possédait un témoignage irréfutable d'un participant direct du crime. Diego lui-même réalisait graduellement qu'il n'avait plus d'espace pour des manœuvres et commençait à démontrer une disposition à coopérer avec l'enquête. Bien que les motifs et détails restaient encore inconnus, il devint clair que Diego était l'un des maillons les plus importants de la chaîne criminelle reliant les deux frères et l'avion en deux. La police envoya immédiatement des demandes d'arrestation d'Oscar et Mario, bien que la localisation de ce dernier restait inconnue. L'enquête s'approcha finalement de résoudre ce qui semblait être un incident complètement insensé et inexplicable. Depuis le début de l'enquête, dans le champ de vision de la police apparut une autorité criminelle locale, connue sous le nom de Don E. Un instituteur du village, bouleversé par l'incident, fut le premier à le désigner, affirmant qu'il avait vu comment précisément Don E menaçait les gens. La police considéra initialement cette version douteuse, mais les rumeurs persistantes les obligèrent à mener une vérification minutieuse. Est-ce qu'une personne influente, habituée à résoudre les problèmes par des méthodes de force, aurait pu commander une élimination si cruelle d'un témoin? L'enquête commença par une méthode simple mais efficace: établir l'alibi. La vérification révéla que le soir et la nuit du 7 mars, quand le crime eut lieu, Don E se trouvait au carnaval annuel au centre d'Ibarra. Cet événement fut soigneusement documenté par de multiples caméras de surveillance. Les enregistrements de 4 caméras différentes permirent à la police de s'assurer que Don E était réellement au carnaval de 20h00 à 3h00 et n'avait pas quitté cet endroit ne serait-ce qu'une minute. Additionnellement, la police obtint l'accès à ses documents financiers, comptes bancaires et rapports internes. Les spécialistes vérifièrent attentivement chaque transaction des derniers mois et ne découvrirent pas un seul paiement qui aurait pu être lié au pilote Oscar ou à son frère Mario. Aucun virement, aucun contact suspect ou indice de participation du leader criminel dans l'affaire ne fut trouvé. Les enquêteurs retournèrent voir l'instituteur, qui avait précédemment déclaré avoir vu des menaces de la part de Don E. Lors du second interrogatoire, l'instituteur semblait désorienté et admit qu'il s'était probablement trompé. Il expliqua que ce soir-là, il faisait très sombre, et sa supposition se basait plutôt sur la peur et la réputation de Don E que sur des faits réels. Ces aveux détruisirent complètement la version initiale d'accusation contre l'autorité criminelle.
Considérant la gravité des accusations, le parquet étudia officiellement les matériaux rassemblés par la police. Bientôt, le procureur rendit personnellement une ordonnance, dans laquelle il était indiqué que dans l'affaire était complètement absent le corpus delicti concernant Don E. Les doutes sur sa participation furent officiellement levés, et cette ligne d'enquête fermée pour toujours. Maintenant, l'enquête pouvait ne plus gaspiller de temps et de ressources à vérifier une version qui initialement semblait improbable, mais était nécessaire pour éliminer toute résonance publique. Parallèlement à la fermeture de la version de Don E, les experts terminèrent l'analyse des flux financiers liés au paiement offshore de 42 000 $, arrivés sur le compte d'Oscar 1 mois avant l'incident. Cette somme suscita longtemps des soupçons sur la participation de commanditaires tiers, comme Don E. Cependant, un audit financier détaillé établit que les fonds furent mis en espèces par une entreprise offshore n'ayant aucun rapport avec l'autorité criminelle. Au lieu de cela, fut clairement fixée la connexion de l'entreprise intermédiaire avec une firme appartenant directement aux frères P. Il devint maintenant définitivement clair pour l'enquête. L'argent fut reçu et mis en espèces par les frères eux-mêmes, et il n'y avait pas de troisième personne dans la chaîne de paiement. Après la fermeture de la version avec Don E, le focus de l'enquête se déplaça complètement vers les frères, Oscar et Mario. La police recommença des recherches intensives de Mario qui se cachait encore de la justice. Maintenant, les enquêteurs se convainquirent définitivement que le crime fut conçu et réalisé par un cercle étroit de personnes directement liées entre elles. Le procureur donna l'ordre de marquer officiellement la version avec participation de l'autorité criminelle comme fermée et ordonna d'accélérer toutes les mesures pour la recherche et l'arrestation des frères. Maintenant, toute l'attention des agents était concentrée sur la figure de Mario, qui restait le maillon manquant clé dans l'affaire. Sa découverte devint la tâche prioritaire et l'enquête se préparait à faire le pas décisif dans les prochains jours. Ainsi, l'enquête se débarrassa définitivement des versions inutiles et erronées qui prenaient précédemment un temps précieux. Maintenant, devant la police, il y avait un chemin clair, confirmé par les preuves, menant aux frères P et leur assistant Diego, déjà arrêtés et ayant donné les premières déclarations. La fermeture de la version avec l'autorité criminelle permit à la police de communiquer publiquement sur le progrès et de rétrécir le champ de recherche, augmentant simultanément la pression sur Mario, qui savait indubitablement maintenant qu'il ne restait presque plus de temps pour fuir ou cacher les preuves. L'enquête était sûre que l'affaire approchait de sa conclusion logique, et ce n'était qu'une question des prochains jours. Depuis le début de l'enquête, le principal mystère restait l'altitude depuis laquelle Anna Maria fut jetée. Le chiffre de 10 km semblait non seulement invraisemblable, mais pratiquement irréel pour un avion de type An-2. Maintenant, grâce à une découverte inattendue dans la cabine de l'avion, apparut la possibilité d'établir l'altitude exacte et de détruire complètement le mythe qui surgit dans les premiers jours après l'incident. Lors de l'inspection répétée de la cabine de l'avion An-2, l'équipe d'enquête découvrit un dispositif inhabituel. Un altimètre fait maison basé sur un smartphone ordinaire installé sur le tableau de bord. Le dispositif enregistrait continuellement les données barométriques et les envoyait vers un stockage nuage lié au compte personnel du pilote Oscar. Les enquêteurs obtinrent rapidement l'accès officiel à ce nuage et extrayèrent le fichier journal contenant les enregistrements du vol de cette même nuit. Les experts étudièrent immédiatement les données obtenues et établirent que l'altitude maximale du vol fut de seulement 4400 mètres et non les fameux 10 000. Ce chiffre coïncida complètement avec d'autres preuves obtenues précédemment et confirma définitivement la possibilité technique de survie lors d'une chute depuis une telle altitude. La défense du pilote tenta immédiatement de mettre en doute ces données, déclarant que le fichier journal aurait pu être falsifié ou changé par l'enquête. Cependant, l'expertise technique réfuta immédiatement cette version. La somme de contrôle H des fichiers du smartphone et du stockage nuage était identique. Tout changement fut complètement exclu et l'enquête put utiliser les données comme preuve absolue. À ce même moment fut entreprise une autre tentative d'embrouiller l'enquête. Dans l'espace public fut lancée la version qu'Anna Maria fut jetée plus tard, déjà après avoir atteint une plus grande altitude. Mais même cette version fut rapidement réfutée. L'image du téléphone de l'assistant du pilote Diego avait une marque temporelle exacte,
0204 et à ce moment, l'altitude du vol était de 4350 mètres. Cela coïncidait complètement avec les données de l'altimètre barométrique et d'autres preuves. La fausse piste fut immédiatement écartée. Cependant, en étudiant le fichier journal plus loin, les enquêteurs firent une autre découverte importante. Il s'avéra que dans ce même fichier étaient conservés les enregistrements de plusieurs jours avant l'incident. La nuit du 5 mars, l'avion effectua plusieurs cercles directement au-dessus de la ferme du voisin du pilote Oscar, celui-là même qui fut trouvé assassiné plus tard. Les coordonnées de ce cercle furent clairement fixées par le dispositif, ce qui pour la première fois lia l'avion et son équipage à un autre crime, commis peu avant les événements avec Anna Maria. Maintenant, l'enquête possédait une preuve technique directe que l'avion avait participé activement aussi à un autre incident, ce qui obligeait à voir différemment les motifs et actions des suspects. Cette découverte accéléra le processus d'émission du mandat d'arrêt de Mario, qui tout ce temps était resté en fuite. Sa localisation réussit à être établie grâce aux services frontaliers quand il tentait de traverser la frontière avec la Colombie. L'arrestation se déroula rapidement et sans complications. Maintenant, l'enquête avait à sa disposition les 3 figures. Le pilote Oscar, l'assistant Diego, qui avait déjà donné son témoignage, et le frère fugitif Mario. Les enquêteurs éliminèrent complètement le mythe des 10 km, reconnaissant ce chiffre seulement comme résultat de témoignages erronés initiaux et de rumeurs. L'enquête avait maintenant entre ses mains des preuves irréfutables que l'altitude réelle du largage fut d'un peu plus de 4 km, et les données techniques confirmèrent complètement tous les détails racontés par les témoins et suspects. Maintenant, l'enquête entra dans la ligne droite finale. Les preuves s'assemblaient clairement. Les motifs commençaient à acquérir de la clarté, et les enquêteurs n'avaient déjà plus de doute sur qui était derrière ce crime. Il ne restait qu'une chose: obliger les suspects à raconter ce qui exactement les motiva à commettre un acte si cruel et soigneusement planifié. La dernière étape de l'enquête devait révéler définitivement tous les mystères restants, y compris les raisons de cet étrange vol nocturne au-dessus de la ferme, et relier le meurtre du voisin aux événements postérieurs. L'enquête avait suffisamment de faits pour présenter au tribunal un tableau complet et convaincant de ce qui s'était passé, et le parquet préparait l'acte d'accusation qui devait clore l'une des affaires les plus embrouillées de la région ces dernières années. Maintenant, l'essentiel était fait. Tous les suspects restèrent sous contrôle de la police, et l'altitude depuis laquelle Anna Maria fut jetée n'était plus un mystère, mais un fait confirmé qui fit comprendre que la survie était possible. Et le miracle n'avait rien à voir. Ce fut de la pure chance et du hasard qui permit de résoudre le crime et de punir les coupables. Les derniers fragments du puzzle s'assemblèrent exactement au moment où, sur l'écran du projecteur, installé dans la salle du tribunal, apparurent les coordonnées de la route de l'avion, obtenues du journal barométrique. La salle du tribunal fit silence. Sur les visages des accusés, on lisait qu'ils connaissaient déjà le dénouement. En réalité, l'histoire ne commença pas la nuit du 7 mars, mais 2 jours avant. Tout commença par une petite dispute sur la terre. Le voisin du pilote Oscar et de son frère Mario refusa de céder une partie du pâturage, évalué à presque $100 000, apparemment un conflit ordinaire d'habitants ruraux. Mais précisément cette nuit, quand sur la terre du voisin furent trouvées des traces de lutte, tout devint irréversible. Anna Maria devint par hasard témoin de cet incident. Ce soir-là, le 5 mars à 21h45, apparut dans son téléphone un enregistrement court. « J'ai tout vu ». Elle ne comprenait pas que cette phrase déclencherait une chaîne d'événements qui changerait sa vie pour toujours. Mais elle savait à qui elle envoyait le message. C'était la seule personne en qui elle avait confiance et qui, malheureusement, ne pouvait pas la protéger. Mario comprit rapidement ce qui le menaçait. Alors il appela son frère Oscar, expliqua la situation et proposa un marché. Si le témoin disparaissait, il pourrait prendre le pâturage du voisin. Oscar ne refusa pas, d'autant plus qu'il avait déjà reçu sur son compte offshore un paiement d'avance de $42 000, dont une partie était destinée à acheter l'avion, et l'autre partie était son bénéfice personnel. L'argent semblait trop attrayant pour le refuser.
Oscar ne voulut pas le faire personnellement. Il confia l'affaire à son fidèle mécanicien, Diego, lui promettant 8 000 $. Le scénario était simple et cynique. Capturer le témoin, l'amener à l'aérodrome, monter dans les airs et ensuite se débarrasser du problème de telle manière qu'il ne reste pas de traces. Les preuves physiques dans l'avion confirmèrent la participation des trois. Dans la cabine de l'an 2 restèrent des traces de kérosène et des traces biologiques d'Anna Maria. Les enregistrements de l'altimètre, soutenus par les données EXIF de la photographie, confirmèrent que le largage eut lieu à une altitude de 4 780 mètres 350 mètres. Cela détruisait complètement la légende de la chute de 10 km et expliquait comment Anna Maria put survivre. Le téléphone, trouvé dans la rivière, confirma définitivement son statut de témoin indésirable. Cependant, au tribunal, Mario tenta de rejeter complètement la faute sur son frère, déclarant qu'il n'avait pas participé à l'organisation de l'enlèvement. Mais ses paroles furent rapidement réfutées. L'assistant du pilote, Diego, lors de la confrontation, présenta un enregistrement vocal qu'il avait fait lui-même. On y entendait clairement la voix de Mario. « Jette-la simplement comme un sac ». Ce fut la touche finale, qui mit le point final sur la question de responsabilité. La sentence du tribunal sonna froide et brève. Les trois reçurent de longues condamnations de prison. À ce moment surgit le silence dans la salle. Anna Maria se leva lentement du banc, s'appuyant sur des béquilles, et se dirigea vers la sortie. Les reporters ne la quittaient pas des yeux, enregistrant chaque mouvement. Derrière elle, sur le banc des accusés, resta une place vide qui était précédemment occupée par les proches des accusés. Ils partirent, sans dire un mot à la presse. La famille préféra rester dans l'ombre. Ce fut la fermeture définitive et irrévocable de l'affaire. Plus aucune question ne résonna dans la salle du tribunal. Tous les détails, toutes les preuves, tous les motifs furent clairement exposés et reconnus par le tribunal. Le crime s'avéra banal, simple et cruellement insensé. Terre, argent, peur de perdre la liberté. Cependant, dans l'affaire restèrent 2 lignes non résolues qui furent classifiées et auxquelles il n'y a plus d'accès. La première, la participation du comptable inconnu de l'entreprise offshore qui fit passer l'argent par les comptes des frères. La seconde, la possible connaissance et consentement silencieux d'autres membres de la famille d'Oscar et Mario. Ces détails resteront pour toujours dans les archives du parquet, fermées à l'accès public. Quand les huissiers emmenèrent les accusés et que la presse quitta la salle, resta seulement la dernière image, le regard silencieux de l'enquêteur, fermant le dossier avec l'inscription « Affaire numéro ». Les autres détails, évidemment, resteront pour toujours sous clé, dans des dossiers, accessibles seulement à ceux qui en savent plus que les autres. L'histoire est terminée. Elle ne laissa pas de questions, seulement des faits secs, exposés avec une précision maximale. Anna Maria est vivante. Ces témoignages aidèrent à reconstituer le tableau des événements. Mais maintenant, elle doit vivre la suite, sachant à quel point elle s'approcha du bord du gouffre. Dans la salle du tribunal s'éteignirent les lumières et les portes se fermèrent. Tout ce qui pouvait être dit a déjà été dit. Le reste restera dans ces archives, auxquelles l'accès n'est permis qu'à quelques-uns. En fin de compte, la vérité n'est que ce qu'ils réussirent à prouver.